Eux, ils ont fait une analyse en ce qui concerne l'élimination complète de ces gaz. Et c'est ce que j'avais abordé tout à l'heure avec les ONG, les assureurs ainsi que les banques qui ont pris la décision de miser moins sur l'élimination de ces gaz. Donc eux, ils y trouvent leur intérêt. Donc s'ils acceptent que ces gaz disparaissent pour de bon, c'est en même temps que la faillite de leur entreprise ainsi que d'autres mesures d'organisme. C'est plus ou moins l'un des points qui était, disons, difficile à trouver un consensus lors de ces COP21. Déjà, les pays n'acceptaient pas, ces ONG n'acceptaient pas, avec toutes les recherches qui ont été faites dans ce sens. Même Bill Gates qui avait accepté au début, juste au début de la COP21, le premier jour, il a commencé avec ses ONG à miser moins sur l'élimination complète de ces énergies. Et les accords, on va maintenant parler un petit peu, disons, des accords de cette COP21, ce qu'ils ont trouvé comme accord finalement. C'était au nombre de 7 les engagements qui ont été pris, à savoir l'objectif de 1,5 degré Celsius, le volet financier, le retour des droits de l'homme, l'adaptation, la révision des engagements, les pertes et dommages et plus de transparence. C'était les accords qu'ils avaient trouvés, des accords sans précédent pour lutter contre le réchauffement climatique, dont la vitesse inédite menace la planète de catastrophes climatiques, ont été adoptés ce samedi 12 décembre à Paris par 195 pays après plusieurs années de négociations extrêmement ardues. Mais on va zoomer plus ou moins sur chaque point, essayer de voir le contenu. Parce que ce n'est pas juste les concepts comme ça ou les noms qui vont définir les engagements qui sont fixés au sein de ces points. La première chose, c'est l'objectif de 1,5 degré Celsius. Le préambule d'accord souligne sur la première fois dans l'histoire des COP qui ont eu jusqu'à présent ces 21 COP. L'objectif à plus long terme de limiter la hausse des températures à 1,5, même si le but premier était de rester sous les 2 degrés. C'est toujours en dessous de 2 degrés. Mais ils ont pris l'initiative de l'éliminer à 1,5 degrés Celsius, à limiter ça d'abord. Cette inclusion est la grande surprise des COP21 et peut-être vue comme la victoire morale des pays les plus vulnérables. Avec tous les COP qu'on a eu à faire jusqu'à le COP20, on n'avait pas eu à trouver une solution de limiter les changements climatiques à 2 degrés. Mais il faut savoir que depuis tout ce temps, il y a les années qui passent, il y a aussi les réchauffements climatiques qui s'intensifient d'année en année et les conséquences aussi deviennent de plus en plus majeures. Donc c'est capital de trouver un accord qui va essayer de réduire cela. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que le reste du texte n'est pas conforme à l'objectif d'une hausse maximum de 1,5. Mais plutôt, il y a un économiste qui estime qu'il y a d'après lui pas suffisamment d'engagement à court terme pour y parvenir. Donc il y a ainsi rien n'est sur la décarbonisation parce qu'on n'a pas abordé ce point, ou le développement des énergies renouvelables. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de ce point. C'est pourquoi certaines personnes, à savoir les présidents, des acteurs, ainsi que des chercheurs, eux, ils prennent ces accords comme étant, disons, le début d'un espoir. Parce que tous les COP, c'était comme avant le protocole de Kyoto qu'on essaye de modifier d'année en année. Donc, avec aussi la fixation en dessous de 2 degrés pourrait être l'espoir, pourrait être le début de l'espoir. Parce que chaque année, on va aborder ce point et on va essayer davantage de réduire les changements climatiques. C'était l'objectif de 1,5. Quant au volet financier, ce qui parle de victoire au sujet de cet accord devrait lire de plus en détail la partie concernant la finance. Confirme un conseiller pour l'ONG Action Aid. Ça veut dire quoi? Le texte final est selon lui moins bon à ce sujet plutôt que les autres COP précédents. Et ce texte c'est quoi? Le texte se contente de prévoir une éventuelle hausse des montants versés aux pays pauvres, faisant des 100 milliards promis en 2009. Un simple plancher, les pays riches pourront relever ce plancher, mais ils n'y sont pas obligés. Je m'explique.
C'était depuis 2009, quand ils ont commencé à parler du fonds vert. Le fonds vert a été mis en place en 2009. Et quand ils avaient mis le fonds vert en place en 2009, c'était comme de Doha, ce qu'ils avaient décidé comme solution pour le réchauffement climatique, pour le fonds vert. Ce qu'ils avaient décidé comme accord, c'était quoi? De mettre en place un fonds vert qui sera financé par les pays développés à l'auteur de 100 milliards, qui va lutter contre le réchauffement climatique, mais en même temps aussi l'adaptation de ces pays pauvres. Mais jusqu'à présent, pour le volet financier, les pays riches ne veulent pas que ces engagements soient signés noir sur blanc sur les papiers, à savoir 50% de l'adaptation climatique, 50% de réchauffement. Non. Ce qu'ils veulent jusqu'à présent, c'est quoi? Et il suffit juste de claquer les doigts pour faire sortir cet argent. Mais jusqu'à présent, depuis 2009, il y a 6 ans de cela, l'argent n'est pas encore revenu. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui bloquent. Et c'est là tout ce problème, y compris aussi même les États-Unis. Ça concerne le volet financier. Ils ont aussi abordé parmi leurs accords qu'ils ont pu assigner cette année le retour des droits de l'homme. Je vais essayer de résumer un petit peu cela. C'est quoi le retour des droits de l'homme? On a constaté qu'il y a disons, des problèmes entre les pays. Il n'y a pas d'inégalité. Il y a certains pays qui imposent de puissance, certains pays qui imposent à d'autres pays qui sont sous-développés ou moins avancés des concurrences soit déloyales ou bien qui leur imposent de puissance via les aides qu'ils reçoivent, via les investissements qu'ils reçoivent. Et si on parle de cela, actuellement, regardez partout dans le monde, tous les pays du monde, tous les continents visent l'Afrique. Et pourquoi l'Afrique en un seul coup? Même il y a certains qui prennent l'Afrique comme étant, disons, l'espoir de l'humanité par la suite. Car dans tous les autres continents, il y a certains continents qui ont de l'eau, mais ils n'ont pas de terre. Il y a d'autres continents qui ont des terres, mais ils n'ont pas d'eau. D'autres pays qui ont des terres, mais ils n'ont pas d'eau, à savoir les pays arabes surtout. Mais regarde en Afrique, il y a la terre, il y a l'eau, il y a tout. D'autant plus qu'il y a aussi l'énergie renouvelable, à savoir le soleil. Qu'on peut avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ces pays développés, ce qu'ils font, c'est quoi? Essayer d'investir dans ces pays sous-développés ou bien dans ces pays moins avancés, essayer d'exploiter leurs ressources. Mais ils ont joué sur ça, ils ont mis un point sur ça, c'était de mettre des points sur les îles et ils ont parlé là-bas des droits de l'homme. Ça veut dire qu'aucun pays n'est obligé d'imposer à qui que ce soit, malgré sa situation financière, pauvre ou moins avancée, à appliquer certaines choses qui sont légitimes et ils ont parlé là-bas des droits de l'homme. Ça veut dire qu'aucun pays n'est obligé d'imposer à qui que ce soit, malgré sa situation financière, pauvre ou moins avancée, à appliquer certaines choses qui sont déloyales. Maintenant, il y a bien consacré aux obligations des pays développés. Elles sont d'abord d'ordre financier. L'accord souligne en effet une partie des fonds verts qu'on a abordé tout à l'heure, à savoir lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation vers les 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Ce qui doit être consacré à cette question. Mais la formule est de ce nom. Les pays les plus pauvres voulaient que 50% de cet argent soit alloué à l'adaptation et 50% vers les 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Ce qui doit être consacré à cette question. Mais la formule est de ce nom. Les pays les plus pauvres voulaient que 50% de cet argent soit alloué à l'adaptation et 50% pour lutter contre ces émissions. Les pays développés ont obtenu qu'aucun objectif chiffré ne soit écrit sur noir et blanc, sur papier noir et blanc. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'ils ont décidé. Un flou qui a fait dire à plusieurs ONG que la voix les plus pauvres n'avait pas été tellement entendue lors de cette COP21. Il suffisait juste un accord qui ne représentait pas grand-chose. Que ce fonds 50% soit alloué à l'adaptation, 50% à réchauffement climatique, les pays les plus riches ont catégoriquement refusé à cela. Ce qui veut dire, ce qui a poussé aux autres acteurs à dire que les pays les moins avancés, on n'a pas pu les entendre lors de ce COP21.
Ça, c'était plus ou moins l'adaptation pour lutter, l'adaptation pour s'en passer aux énergies fossiles. Et en ce qui concerne les révisions des engagements, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Les promesses de réduction des émissions faites par les parties prenantes à l'accord avant le début de l'accord 21 ne suffisent pas à rester sous la barre de 2 degrés des températures en 2100. Il fallait donc prévoir un mécanisme pour y remédier. Le texte met en place un système de révision périodique des engagements tous les 5 ans. Mais la première révision sera faite en 2024. Tous les pays qui ont pris des décisions ou des mesures de diminuer leur pollution doivent être, suivis et on doit faire des évaluations dans ces pays pour voir s'ils ont respecté cela ou pas. L'un des accords était consacré à ça, c'est la révision des engagements. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, on n'a pas eu une intense internationale dotée de ces compétences pour essayer d'appliquer cela. Donc, ils ont parlé de cela, mais pour la mise en place de cette instance, ils ont décidé de le faire dans les autres COP à venir. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de dynamique, ça ne s'arrête pas juste pour aujourd'hui. D'ailleurs, il y a François Hollande qui a décidé de passer ses premières évaluations pour la France en 2018. Ce que certains chercheurs et d'autres aussi acteurs et entrepreneurs ont critiqué parce qu'ils ont dit que lui, il a pris les choses d'une manière prématurée. Il fallait d'abord prendre le temps d'en discuter avec d'autres personnes et il a pris juste après avoir trouvé un accord. Il y a aussi les pertes et dommages. Les pertes et dommages, il y a certains pays qui ont abordé ce point. C'était quoi comme pertes et dommages? La pollution qu'émisent les pays développés, les pays riches, ça entraîne des problèmes. C'est quoi? Le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique va entraîner des conséquences dans d'autres pays. Si ce sont les pays qui neigent, il y a la fonte des neiges. Mais si aussi cette fonte des neiges entraîne une augmentation du niveau de la mer, ce qui peut par la suite entraîner des inondations dans d'autres pays. Il y avait parmi le comment qui a disons, parlé de cela pour que ces pays maintenant qui causent des dommages, qui causent des problèmes, doivent réparer ces dommages. Ils ont abordé ce point avec la COP21 à Paris, avec les membres. Mais quand ces pays, souvent ce sont les pays sous-développés, mais quand ils ont commencé à parler, il y a les États-Unis qui ont intervenu. Et quand ils ont intervenu, ils ont brusquement interrompu ces gens en leur disant que ce n'est pas aux pays, disons riches ou bien pollués, qu'ils doivent payer cela. Eux, ils voulaient installer plus ou moins le concept pollué-payé, mais ils ont refusé catégoriquement. Mais on a abordé ça dans les accords et ils ont décidé aussi d'en discuter dans les autres COP à venir. Et aussi la transparence qui constitue la dernière accord dans ce COP 21. Les États, dans ce point, les États s'engagent à faire un point tous les 2 ans sur les progrès réalisés pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est une manière de faire pression sur les pays qui n'apparaissaient pas dans le texte parce qu'il y a des pays qui ont accepté de réduire leurs émissions, mais ce n'est pas la totalité. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? Essayer de mettre la pression sur les pays qui ont accepté à faire ça, passer des contrôles et tout. Et cela va inciter aux autres pays de s'engager, disons, à 100%. Même il y a la Chine. Après les États-Unis, il y a la Chine qui constitue maintenant, il a commencé à prendre la place de premier pollueur. Mais eux, ils ont décidé de réduire leur pollution à partir de 2000, allant de 2024 à 2030. Ils avaient au début décidé en 2030, mais ils ont dit maintenant, ils vont essayer d'atteindre. Eux, leur décision, c'était quoi? D'atteindre d'abord le maximum de leur pollution avant de le réduire. Pourquoi? Ils sont dans une concurrence intense avec les États-Unis en ce qui concerne la première puissance économique mondiale. Donc, s'ils décident de réduire leur pollution, ça entraîne une réduction de la production.
et une réduction de la production entraîne une perte de valeur ajoutée. Ce qui veut dire qu'ils vont perdre facilement face aux États-Unis qui ont déjà préparé à s'orienter dans les autres énergies et qui ont aussi la technologie qu'il faut et les ressources qu'il faut. Mais la Chine n'est pas prête à s'engager dans cela. Donc il a décidé d'abord d'atteindre son niveau maximal d'émissions de gaz à effet de serre, puis s'engager dans la réduction de cela. Et c'est à l'horizon 2024 à 2030 quand ils vont atteindre ça. Donc c'est plus ou moins une aperçu, une vision sur la COP21, les enjeux, surtout sur nos PSA. Donc je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions pour discuter.